Bonjour à tous, je m'appelle Cathy Waller et je suis la gestionnaire des pays francophones au partenariat FP 2020. Je voudrais vous remercier pour prendre part de ce webinaire sur l'intégration de la planification familiale et le cancer du col de l'utérus. C'est notre premier webinaire à propos de ce sujet et nous sommes ravis d'avoir la participation aujourd'hui de nos collègues de Together for Health. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas de les poser dans le boîte chat et on va répondre à la fin du webinaire. J'ai le plaisir de vous introduire à Dr. Heather White, qui va parler aujourd'hui de l'intégration de la planification familiale et le cancer du col de l'utérus. Dr. White est une spécialiste de la santé mondiale qui totalise 20 années d'expérience dans la conception, la gestion et l'évaluation des programmes vers plusieurs domaines, y inclut les maladies non communicables, le VIH, la planification familiale et la prévention du cancer du col de l'utérus. Dr. White est une conseillère principale à Together for Health, et qui est une organisation à but non lucratif dédiée à la sensibilisation et la mobilisation des ressources à la prévention du cancer du col de l'utérus. Avant, elle a travaillé à Population Service International, où elle a géré des programmes de maladies non communicables et la prévention du cancer du col de l'utérus. Dr. White a un doctorat en santé publique de l'Université d'Alabama à Birmingham. Je vous laisse la parole, Heather. Merci. J'avais des problèmes avec le bouton de mute. Bon, merci. Et merci, Cathy. Je veux remercier aussi et toute l'équipe de FP 2020. Je suis vraiment ravie de vous introduire à ce sujet aujourd'hui, l'intégration du cancer du col de l'utérus et de la planification familiale. Ensuite, merci. Bon, aujourd'hui, le webinaire est sponsorisé, bien sûr, par FP 2020 en partenariat avec Together for Health. J'aimerais vous introduire à cette organisation. Bon, Together for Health a pour but une mission de mobiliser le monde à la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Nos activités principales est de faire le plaidoyer, les communications et la sollicitation des fonds pour la prévention mondiale du cancer du col de l'utérus, avec un accent sur la mise en œuvre des nouvelles technologies et des approches stratégiques. Et je dirais qu'une des approches stratégiques est de faire ensemble les programmes de planification familiale avec la prévention du cancer du col. Donc, commençons alors. Ensuite, bon, je vous trace le contour de la présentation aujourd'hui. Je vais vous introduire et vous parler un peu du PVH et le cancer. Ensuite, je vous montrerai l'épidémiologie du cancer du col de l'utérus et les interventions préventives. Je vous donne quelques exemples des programmes intégrés et après, on va laisser quelques minutes pour faire les questions et réponses. Et finalement, je vous donne des ressources techniques sur ce sujet. Ensuite. D'accord. Commençons avec le cancer du col. Ensuite. Bon. Le PVH est une infection virale la plus courante de l'appareil reproducteur. Plus de 90% des hommes et des femmes ayant une activité sexuelle seront infectés dans un moment de leur vie. Il existe plus d'une centaine de types de PVH, dont au moins 14 qui sont carcinogènes, également désignés comme virus à haut risque.
Le PVH 16 et 18 provoquent 70% des cancers et des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Et aussi, le PVH est corrélé aussi avec des autres cancers, surtout les cancers de l'anus, de la vulve, du vagin, du pénis et de l'oropharynx. Ensuite, bon, pour vous tracer l'évolution d'infection de PVH et le cancer du col, bon, les infections à PVH disparaissent généralement sans aucune intervention en espace de quelques mois et environ 90% d'entre elles ont disparu dans les 2 ans qui suivent la date à laquelle elles ont été contractées. Un faible pourcentage des infections générées par certains types de PVH peut persister et évoluer vers un cancer du col de l'utérus. Donc, comme vous voyez ici, ça prend, normalement, ça peut prendre 15 à 20 ans à se développer chez des femmes dotées d'un système immunitaire normal. Mais chez les femmes qui ont un système immunitaire affaibli, ça peut être 5 à 10 ans seulement après avoir l'infection de PVH, de voir le cancer du col. Mais c'est-à-dire de la perspective de la santé publique, ça nous donne beaucoup d'occasions pour faire le dépistage, pour faire les activités préventives, pour diminuer le risque d'avoir le cancer du col. Ensuite, bon, je voulais vous montrer quelques cartes qui vous donnent une idée sur l'épidémiologie des cas du cancer du col. Donc, ici, vous voyez les taux de nouveaux cas du cancer du col de l'utérus en 2018. Bon, comme vous voyez, en Afrique, le cancer du col est le premier cancer féminin dans 28 du 48 pays au continent. Le cancer du col est le 4e cancer le plus fréquent chez les femmes du monde entier, avec, d'après les estimations, 590 000 nouveaux cas en 2018. Et c'est important de se rappeler aussi que 9 sur 10 des nouveaux cas se présentent dans les pays et dans les régions en développement. Ensuite, voilà. Merci. Bon, ici, on voit les cas de mortalité du cancer du col, même surtout en année 2018. Plus de 300 000 femmes ont décédé du cancer du col en 2018, un taux qui dépasse celle de la mortalité maternelle. La mort du cancer du col de l'utérus indique que les femmes ne se disposent des interventions efficaces pour réduire les nouveaux cas de cancer. Et comme vous voyez, c'est le continent de l'Afrique qui est le plus touché par les cas de cancer et aussi par les morts du cancer du col de l'utérus. Ensuite, bon, ici, c'est une carte que je trouve vraiment intéressante à voir. Bon, vous voyez le pourcentage des femmes vivantes avec le VIH parmi des cas de cancer du col de l'utérus, c'est-à-dire qu'elles ont les 2 maladies à la fois. Les femmes vivantes avec le VIH ont un risque 4 fois plus élevé d'attraper le PVH, ainsi que le cancer du col.
Les femmes qui sont infectées par le VPH sont 2 fois plus susceptibles à l'infection de VIH, c'est-à-dire c'est une synergie à la deux faces. Une approche compréhensive est absolument nécessaire de faire la lutte contre le VIH. On ne peut pas manquer les interventions de cancer du col. Et aussi, les interventions de cancer du col ne peuvent pas manquer les autres, l'autre partie du continuum de SSR, c'est-à-dire les interventions contre le VIH et aussi la planification familiale, je dirais. Bon, ensuite, ici, bon, c'est une, c'est une image qui vous montre toutes les interventions préventives recommandées par l'OMS pour la prévention de cancer du col. L'OMS recommande d'adopter une approche globale pour prévenir et combattre le cancer du col de l'utérus. La série de mesures recommandées comprend des interventions à mener tout au long de la vie. Cette approche doit être pluridisciplinaire et englober des composantes des domaines suivants: l'éducation communautaire, la mobilisation sociale, la vaccination, le dépistage, le traitement et aussi les soins palliatifs. Bon, pour tracer les interventions à chaque tranche des années, on voit ici que pour la prévention primaire, ça commence par la vaccination anti-PVH, bon, surtout pour des filles âgées de 9 à 13 ans, avant le début de leurs activités sexuelles. Aussi, on a des autres interventions, des autres activités qu'on peut faire à cet âge, c'est-à-dire de donner les informations de santé, de donner l'éducation sexuelle adaptée à l'âge et à la culture, bien sûr, la promotion et la distribution des préservatifs à ceux qui sont déjà actifs sexuellement, et on ne peut pas manquer la circoncision masculine qui réduit le risque de transmettre les infections sexuellement transmissibles. Bon, à partir de l'âge de 30 ans, c'est le moment où on pense au dépistage et traitement pour les femmes contre le cancer du col. À cet âge, on peut commencer avec le dépistage, mais je veux aussi vous signaler, pour celles qui ont le VIH ou sont à risque pour les MST ou VIH, pour elles, c'est une question de faire le dépistage à un moment que l'annonce de leur séropositivité est là. C'est-à-dire qu'une fois que vous savez qu'elle est infectée vivant avec le VIH, c'est le moment de commencer avec le dépistage pour le cancer du col à cause des risques pour elle. Et surtout, bon, parmi les activités compréhensives, on ne peut pas manquer la prévention tertiaire, c'est-à-dire pour les femmes qui sont trouvées avec qui sont suspectées d'avoir un cancer ou d'avoir des autres maladies. On doit surtout mettre l'accent sur le traitement pour ses besoins, c'est-à-dire l'ablation chirurgicale, la radiothérapie et la chimiothérapie. Ensuite,
Merci. Bon, je vais vous tracer un peu plus en détail les interventions préventives pour la vaccination de PVH. À l'heure actuelle, il existe 3 vaccins qui protègent contre le PVH, 16 et 18, qui provoquent 70% des cancers du col de l'utérus. Aussi, il y a un 3e vaccin qui protège contre 3 autres types de PVH oncogènes, mais pour la plupart, on voit dans les pays en développement, on voit surtout le vaccin contre PVH 16 et 18. L'OMS recommande de vacciner les filles entre 9 et 13 ans car c'est la mesure de santé publique le plus rentable pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. Il recommande les 2 doses données en espace minimum de 6 mois. Et c'est intéressant à vous signaler aussi qu'il y a une recherche clinique qui se passe actuellement pour voir est-ce que nous pouvons réduire le minimum des doses à une seule dose pour les filles. Ça, c'est une recherche qui est sponsorisée par le Gates Foundation et autres. Et c'est toujours, ça se passe toujours pour voir si on peut réduire les doses. Bon, je voulais signaler aussi que la vaccination anti-PVH ne remplace pas le dépistage du cancer du col de l'utérus. Ensuite, merci. Le dépistage du col de l'utérus consiste à rechercher la présence de VPH oncogène et de voir les lésions précancéreuses et cancéreuses chez toutes les femmes qui, dans la plupart des cas, ne présentent aucun symptôme. Le dépistage recommande qu'au minimum, toute femme de 30 ans et plus ont au moins 2 dépistages dans leur vie. Plusieurs méthodes de dépister les femmes existent, mais les méthodes à haute précision sont recommandées par l'OMS. Bon, je voulais juste tracer un peu les 3 types de dépistage qu'on voit dans la plupart des pays. Surtout la cytologie, où on prélève un échantillon cervical, on fait l'histopathologie à laboratoire, et si on voit les lésions, on traite les lésions dans une 2e visite, n'est-ce pas? Bon, aussi on a l'inspection visuelle après l'application de l'acide acétique ou IVA, où on évalue le col. Si on voit les lésions, on les traite. Bon, comme peut-être vous le savez bien, ces 2 méthodes n'ont pas assez précis pour trouver les femmes qui sont vraiment les lésions précancéreuses et on risque de faire plus de traitements que nécessaire chez ces femmes. Donc, les 2 méthodes sont difficiles à préciser. Aussi, c'est une question de qualité chez les prestataires parce qu'il y a beaucoup de variations ou de variabilité chez les prestataires en appliquant surtout la méthode de IVA. C'est la raison pour laquelle on voit que le PVH ici, le test de détection de PVH permet de rechercher les types à haut risque pour trouver les femmes qui sont à un risque élevé de VPH et de cancer du col. Donc, dans cette méthode, on peut prélever un échantillon vaginal ou cervical, évaluer le col et si on voit, on peut traiter des lésions. Ensuite,
Merci. Bon, je vais tourner vers les méthodes de traitement préventif. Grâce au dépistage, les lésions précancéreuses peuvent être décelées à des stades où elles peuvent être facilement traitées. Il y a deux méthodes principales qu'on voit dans les programmes aujourd'hui. À droite, on voit la cryothérapie qui consiste de la destruction des tissus anormaux du col de l'utérus par réfrigération. Ça, c'est une méthode qui est recommandée par l'OMS. Pour le faire, on doit avoir un spéculum, des cylindres et une source de gaz, une probe et une source de lumière. Les difficultés avec cette méthode, c'est que les cylindres sont lourds, ce qui rend leur déplacement aux endroits ruraux très difficile. Et aussi, souvent, c'est difficile à trouver une provision de gaz pour le faire. Donc, à partir de l'année passée, en octobre 2019, on a vu que l'OMS a publié des guidelines et des recommandations pour la thermoablation. Donc, vous voyez cet instrument à gauche qui vous donne l'opportunité de traiter les lésions précancéreuses sans devoir avoir une source de gaz, parce que cet instrument ça se fait par une batterie à longue durée. Les instruments sont légers et portables, qui permet de traiter immédiatement des lésions et de les faire plus facilement pour des programmes qui sont ruraux ou bien pour les programmes, de n'importe quel programme, mais surtout pour ceux qui ont eu des problèmes de déplacement avec leur cylindre de gaz. Ensuite, je ne peux pas manquer de souligner la nécessité des soins et traitements palliatifs. Lorsqu'une patiente présente avec des symptômes de cancer du col ou en cas de suspicion de cette maladie, elle doit être orientée vers un établissement adapté pour procéder à des analyses plus poussées et obtenir un diagnostic et démarrer un traitement. Un examen histopathologique permet de diagnostiquer le cancer du col de l'utérus. Le traitement dépend du stade de la maladie et plusieurs options sont envisageables. La chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Les soins palliatifs constituent également un élément essentiel de la prise en charge du cancer du col afin de soulager les douleurs et les souffrances inutiles causées par la maladie. Comme vous savez, j'en suis sûre, il y a plusieurs barrières de traitement pour les femmes. Ça peut consister du déplacement, du temps, des frais de traitement, des attentes pour des rendez-vous médicaux, bien sûr. Et chez le système, il y a aussi souvent un manque de spécialistes, un manque d'équipement qui rend des soins et des traitements palliatifs vraiment difficiles dans beaucoup de contextes. Mais néanmoins, nous devons toujours lutter pour cette infrastructure pour compléter les activités préventives chez les cancers, y compris le cancer du col. Ensuite, merci. Je voulais signaler que l'OMS,
Bon, en mai 2018, le directeur général de l'OMS a lancé un appel à l'action afin d'éliminer le cancer du col de l'utérus et l'OMS vont sortir cette année leur campagne d'élimination de cancer du col qui a pour seuil d'élimination moins de 4 cas par 100 000 des femmes. Les cibles pour l'année 2030 sont ainsi 90% des filles vaccinées contre le PVH autour de 15 ans d'âge. 70% des femmes dépistées avec un test à haute performance à 35 ans et ainsi qu'à 4-5 ans. Et enfin, 90% des femmes identifiées avec les maladies pré-cancer ou le cancer reçoivent le traitement et les soins nécessaires. Tout ça, c'est pour mettre des pas sur une réduction de la mortalité des MNT, qui est le cible 3.4 pour les STG. Ensuite, merci. Bon, maintenant, on va tourner vers le sujet de l'intégration elle-même. Ensuite, je voulais vous tracer un peu les bénéfices de l'intégration qu'on voit dans les programmes qui sont intégrés. Chez les clientes, bon, c'est une question bien sûr d'efficacité, d'avoir les soins complets concentrés sur elles et on voit quand les programmes sont intégrés une réduction de stigmatisation souvent chez les femmes qui rendent une cliente plus satisfaite avec les services et la santé améliorée. Chez les prestataires, souvent, on voit que c'est une question d'élargir les services, les produits qui sont à offrir. Surtout, ça, c'est toujours surtout un bénéfice pour les prestataires qui travaillent dans le secteur privé. Mais pour tous les prestataires, c'est une question aussi d'avoir plus de compétences cliniques et de donner plus de satisfaction à leurs clientes, d'avoir des nouvelles clientes et une amélioration de la santé publique en général. Chez le système de santé, qui sont représentés bien sûr par le ministère, on voit une efficacité du système de santé, une accélération des progrès vers les initiatives et les cibles mondiales de SSR, c'est-à-dire le ODD 3 et le CMU et Health for All qui est fondé par OMS. Donc, voici quelques-uns des bénéfices des programmes intégrés. Ensuite, bon, à l'autre face, bien sûr, il y a plusieurs défis avec l'intégration. Je vais juste vous tracer ce que j'ai vu dans les années que j'ai travaillé avec plusieurs programmes intégrés. La question pour les clientes, bien sûr, c'est est-ce qu'elles auront le temps pour faire plusieurs services dans une seule visite? De faire est-ce qu'elles ont aussi des informations, des services et des produits? Est-ce que tout ça est ciblé pour elles selon ses besoins, premièrement, et ses préférences? Bon, surtout une question chez les deux programmes PF et cancer du col, c'est comment est-ce que nous ciblons les femmes, surtout celles qui sont à l'âge de 30 ans et plus, pour les activités préventives du cancer du col.
sans oublier le continuum des femmes qui ont voulu, qui ont voulu des services, des produits de la planification familiale. Chez les prestataires, bien sûr, ça donne une pression d'avoir les nouveaux services et produits selon leur paquet de santé. Et aussi, c'est une question de qualité. Une fois qu'on augmente le numéro de services, on doit assurer que la qualité ne réduit pas. Et ça, c'est toujours un défi des programmes intégrés, bien sûr. Chez le ministère, pardon, vous voyez qu'il y a bien sûr beaucoup de priorités concurrentes. Il y a des systèmes souvent qui sont parallèles et je dirais, une manque de preuves sur l'intégration. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment est-ce que ça peut se faire pardon, comment ça peut se faire pratiquement dans les programmes. Et aussi, quels sont les indicateurs d'impact qui peuvent nous mener vers une amélioration de la santé chez les femmes. Donc, ça, c'est toujours les questions dans les plusieurs étapes pour faire l'intégration des programmes. Ensuite, je veux vous tracer quelques programmes intégrés avec leurs résultats des programmes. Vous voyez ici le cas du Cameroun avec un programme qui ont mis beaucoup de services SSR ensemble. Et parmi les années 2007 à 2014, ils ont dépisté presque 85 000 des femmes contre le cancer du col. Ils ont formé 25 infirmiers et 2 médecins. Et vous voyez leurs données pour les services supplémentaires que les femmes ont eu. Et comme vous voyez, 18,6% des femmes voulaient plus d'informations sur l'APF et 3% des femmes ont reçu une méthode de PF. Ils ont mis l'accent dans ce programme aussi de la capacité des clients de payer pour les services. Et ils ont dit que la plupart des clientes ont payé pour ces services, mais c'était difficile de mettre en place un système de référence pour savoir si les femmes ont eu besoin d'un traitement supplémentaire. C'était difficile de voir si les femmes ont eu ou pas. Bon, comme je disais, ça, c'est toujours un défi des programmes du cancer du col. Ensuite, bon, je voulais vous montrer aussi quelques données d'un autre programme qui a fait pendant 2012 jusqu'à 2017. Le but de ce programme était l'intégration des services de la prévention du cancer du col avec les services du PF. Il y avait plusieurs partenaires qui MSI, PSI, IPPF, et ça s'est fait au Kenya, Nigeria, la Tanzanie et l'Ouganda. Pendant le programme, on a dépisté plus de 2 millions de femmes. Pardon. Et on a vu que juste moins de 3% des femmes ont été positives. On a utilisé la méthode de IVA pardon, pour la plupart.
Aussi, dans ce projet, ensuite, est-ce que vous pouvez... Merci. Aussi, dans ce projet, on a fait une recherche opérationnelle sur la question d'intégration pour évaluer l'impact des services intégrés pour les programmes PF et CC parmi plusieurs chaînes pour voir la faisance, le uptake des services et l'acceptabilité des services chez les femmes et chez les prestataires. Nous avons évalué les services pendant 12 mois dans 44 cliniques. Et comme vous voyez, à gauche, vous voyez les services et les produits, surtout les implants et les DIU, avant qu'on a commencé avec les activités, les services du cancer du col. Et après qu'on a lancé les activités du cancer du col, on a vu que, bon, bien sûr, les services du cancer du col ont été pris par les femmes, mais aussi, on a vu qu'on a plus des femmes qui ont accepté d'avoir, bien qui ont choisi des DIU et des implants. Et parmi les interviews chez les femmes, il y avait 68% des femmes qui ont dit que la raison pour laquelle elles ont fait la visite à la clinique était pour les services de cancer du col. Et une fois qu'elles se sont présentées aux cliniques, elles ont décidé de prendre des services supplémentaires. Surtout, c'était les services qu'elles ont choisis, c'était le conseiller des PF, certaines des méthodes contraceptives, ici surtout le DIU et des implants, et aussi elles ont choisi le dépistage de VIH. Ensuite, bon, parmi ce programme, on a vu plusieurs leçons clés. Premièrement, on a vu que c'était possible d'intégrer systématiquement les services de SSR, y compris la PF et le cancer du col de l'utérus. Cette étude a démontré que l'utilisation des deux services a augmenté. Le dépistage du CC était un service que les femmes ont voulu prendre. Et on a vu aussi une réduction de la stigmatisation des services SSR. Et en parlant avec nos prestataires, il nous a signalé aussi que pour eux, ils ont eu une amélioration du dialogue avec leurs clientes. Mais bien sûr, on avait des défis du programme aussi. C'était surtout le besoin pour la formation, la suivi et évaluation et de mettre en place les réseaux à référence pour les femmes. Et pour lutter aussi pour l'investissement et les ressources et le support politique pour ce travail chez les ministères. Pardon. Et je voulais juste vous dire aussi que malgré ces deux exemples des programmes, ont besoin toujours des données, des autres programmes qui sont déjà intégrés pour savoir qu'est-ce qui se marche dans ce domaine, qu'est-ce qui ne se marche pas. Ensuite, bon,
j'ai voulu tracer un peu du futur de l'intégration des deux programmes. Bon, enfin, pour le continuum de SSR, je pense qu'il est absolument nécessaire d'établir et de nourrir des partenariats stratégiques à travers tout le continuum des activités SSR. Dans le cas de la communauté du PF et celle du cancer du col de l'utérus, on a l'opportunité de mobiliser la communauté professionnelle à travers un appel d'action. C'était quelque chose avec laquelle on a travaillé à Together for Health avec nos partenaires de PF 2020. Pour avancer, bien sûr, les initiatives synergie et pour continuer à engager les décideurs, les communautés de pratique, bien sûr les femmes, les filles qui sont impliquées et toutes les communautés afin de réaliser plus d'intégration à travers le continuum des SSR. Ensuite, bon, je voulais vous montrer aussi quelques programmes mondiaux qui se passent actuellement dans le domaine du cancer du col. Et j'ai mis en rouge les deux en bas parce qu'il y a le programme de USAID avec les National Academies of Science qui se passe en Mozambique et Malawi pour évaluer les modèles d'intégration PF et CC. Ça a commencé en 2019 et ça va continuer jusqu'à 2021. En bas, il y a le programme sponsorisé par UNITAID avec plusieurs partenaires et je voulais signaler bien sûr que ça a lieu au Burkina Faso et la Côte d'Ivoire aussi. Et ça, c'est pour mise à l'échelle le dépistage et le traitement pour le cancer du col. Ensuite. Bon, voici plusieurs ressources techniques dans la prévention et le contrôle du cancer du col, bien sûr, mais il y a parmi eux aussi des ressources techniques, surtout pour l'intégration de la planification familiale avec les programmes du cancer du col de l'utérus. Et pour ceux qui vont assister à l'atelier en mars à Dakar, je vais mettre à la disposition des collègues de FP 2020 vraiment, toutes les ressources qui sont tracées ici, je vais les mettre à la disponibilité de l'équipe de FP 2020. Bon, d'accord. Prochainement, je pense. Oui, bon. Je passe la parole aux collègues de FP 2020 pour commencer cette partie. Merci beaucoup à Heather pour votre présentation. Et maintenant, si vous avez des questions sur ce que Heather a dit, n'hésitez pas de taper vos questions dans la boîte chat et Heather va vous répondre. Ou sinon, si vous avez des questions après ce webinaire, n'hésitez pas de m'envoyer un email et on va voir si nous avons déjà des questions dans la boîte chat. Oui, notre collègue Kenku a dit quel est le taux d'efficacité du vaccin?
Heather, pourriez-vous répondre à ces questions? Oh, she's me. Voilà. Oh, pardon. Oui, j'ai eu le bouton. Bon, je n'ai pas les taux précis chez moi, mais je peux vous dire que c'est un vaccin, un des plus efficaces parmi tous les vaccins qu'on a pour les enfants. Comme vous voyez, les programmes nationaux qui ont commencé plus de 10 ans avec leur programme de vaccination, c'est-à-dire l'Australie, par exemple, on voit déjà une réduction des cas du cancer du col et surtout le taux des infections PVH chez les jeunes filles et les jeunes dames qui ont été vaccinées plusieurs années. C'est-à-dire que même c'est même plus efficace qu'ils ont suspecté au début avant de commencer avec. Et ce sont des gens de OMS qui ont fait les modèles pour voir si on atteint un certain taux de vaccin dans la population, quelles seront la réduction des cas de cancer du col. Et ces équipes viennent de sortir leur publication il y a peut-être une semaine dans le Lancet, je crois. Et ce sont des milliards de cas qui peuvent être réduits si on peut couvrir la population à l'âge de 9 à 13 ans avec la vaccination. Merci beaucoup, Heather. Une autre question. Existent-ils les stratégies pour trouver et dépister les femmes plus âgées que 45 ans qui ne se déplacent pas vers les structures de santé? Oui, pour trouver et dépister les femmes plus âgées qui ne se déplacent pas vers les structures de santé. C'est une bonne question. Ça, c'est bien sûr un des défis. Mais je peux vous dire que pour le dépistage PVH, on peut faire le je ne sais pas, le self-testing, c'est-à-dire on peut faire un échantillon vaginal qu'une femme peut collecter elle-même. C'est une question de comment l'échantillon va se présenter aux cliniques, avoir les résultats et les communiquer vers la femme, bien sûr. Mais ça, c'est un autre avantage pour faire le dépistage de PVH parce qu'on a l'opportunité de laisser les femmes collecter leurs propres échantillons vaginaux. Merci, Heather. Une autre question de Vicky Lunga. Avez-vous l'expérience de l'intégration du programme de cancer du col de l'utérus dans le programme de planification familiale, là où on mène aussi les activités contre le VIH? Ça veut dire l'intégration entre cancer du col de l'utérus, planification familiale et VIH.
Oui, bon, bien sûr, je mets l'accent aujourd'hui sur les activités plutôt vers l'APF et le cancer du col. Mais bon, je dirais que c'est pour les programmes nécessaires, c'est important d'avoir les trois à la fois, les trois, toutes les activités, les services, les produits du continuum de SSR. Mettez à la disposition pour les femmes. Et comme je viens de vous dire, dans le programme que j'ai mené quand j'étais à PSI, on a inséré les activités les activités préventives chez cancer du col, mais on a eu déjà des activités de l'APF et de prévention de VIH qui étaient déjà établies. Et on a vu que les méthodes, les services de conseillers pour l'APF a augmenté une fois qu'on a commencé, qu'on a lancé des activités du cancer du col. Mais aussi, on a vu qu'il y avait aussi plusieurs femmes qui ont voulu faire le dépistage de VIH aussi. Donc, en principe, le mieux, la meilleure action est d'avoir les tous ensemble, bien sûr. C'est plutôt une question d'organisation et des structures. Comment est-ce que la clinique, les prestataires, être organisés pour mettre à la disposition des femmes et plusieurs services et produits à la fois. Merci, Heather. De notre collègue de partenariat Ouagadougou, y a-t-il des expériences d'intégration au niveau scolaire? Dans de nombreux pays, il y a des programmes de prévention et de lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Ce serait une excellente opportunité d'intégration. Quoi pensez-vous, Heather? Laisse-moi vous... y a-t-il des expériences d'intégration au niveau scolaire? Oui, c'est une bonne observation. Et je voulais aussi vous dire que j'ai fait le cours de la paix au Burkina Faso il y a 20 ans, donc je me considère burkinabé américaine, donc je voulais juste vous dire ça aussi. Y a-t-il des expériences? Oui, bon, j'aurais dû vous dire que surtout pour la question de vaccination chez les jeunes filles, ça c'est un moment où on peut commencer avec la dialogue des activités sexuelles ou bien de commencer à faire toutes les interventions dans ce domaine qui est bien sûr raisonnable pour les femmes à cet âge. Moi, je ne suis pas très proche au programme qui ont fait les intégrations au niveau scolaire, mais je suis d'accord que ça peut être un bon moment où pour commencer la dialogue de la sexualité compréhensive, y compris les vaccinations et le dépistage et les activités PF et VIH aussi. Je suis tout à fait d'accord. Merci. Une autre question d'un de nos participants. On parle assez sur tous les moyens de prévention. Pourquoi on a parlé, pourquoi
on parle assez de surtout les moyens de prévention. C'est une question à propos de la prévention de cancer du col de l'utérus. Bon, je ne sais pas si je comprends bien la question. Pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur les interventions de prévention? Oui, je crois que c'est ça. D'accord, si je me comprends bien. Bon, on met l'accent sur la prévention parce que nous a à notre disponibilité déjà tous les outils et les stratégies pour prévenir les cas de cancer. C'est-à-dire que si vous voyez la campagne d'OMS, on met l'accent sur la vaccination des filles et aussi sur le dépistage des femmes. Parce que si on peut faire les deux stratégies à la fois, on peut réduire les nouveaux cas. Mais vous avez raison, on ne peut pas manquer, bien sûr, les activités, les interventions pour celles qui sont trouvées avec un cancer ou bien avec des autres problèmes. Donc, pour faire un programme compréhensif, vous devrez avoir les tout, mais on met l'accent ici sur la prévention parce que c'est c'est peut-être le seul cancer qu'on peut prévenir avec des actions, avec des interventions spécifiques ou précises, plutôt préventives. J'espère que j'ai répondu. Merci beaucoup, Heather. Et je crois cette question est notre dernière question. Combien coûte l'appareil de cryothérapie? Combien coûte l'appareil de cryothérapie? Pardon, une bonne question. Tout ce que je sache, c'est à peu près vers $1,200. Je ne connais pas la conversion, mais selon les programmes avec lesquels j'ai fait des activités, ça c'était le prix approximatif qu'on a payé pour nos appareils de cryo. Merci beaucoup et je crois que nous avons répondu à toutes les questions de nos participants, mais si vous avez des questions après ce webinaire, n'hésitez pas de nous envoyer un email et nous voudrions remercier tous nos participants et aussi Heather et nos collègues à Together for Health pour ce webinaire aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée à tous.